La coccinelle, qui avait fait abandonner 7 garages, arriva remorquée et le millionnaire rit en voyant qui allait s'en occuper. Une femme simple, les mains sales de cambouis. « Ça cale même au soleil !» ricana-t-il, pariant sur son humiliation. Mais quand le froid est tombé et que le moteur a fait un bruit étrange, elle a murmuré quelque chose qui a glacé son sourire, car cette voiture cachait un secret que personne n'attendait. Mes amis, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer cette histoire. Commençons à Saint-Jean-de-Maurienne, où le thermomètre affiche des températures négatives qui poussent même les chiens à préférer rester à l'intérieur. Il existe un atelier qui ressemble plus à une forteresse de métal et d'espoir. Il se trouve au bord du col de l'Iséran, où la route monte en lacet qui donne le mal de cœur et où le brouillard est si dense que vous pourriez le couper au couteau. C'est là, dans ce coin du monde oublié par la chaleur, que vit Jeanne. Jeanne n'est pas une mécanicienne comme les autres, mes amis. Elle fait partie de ces femmes nées avec le don de comprendre le langage des machines quand personne d'autre ne peut l'entendre. Fille d'un opérateur d'engins de terrassement qui a travaillé à l'ouverture de routes dans les Alpes pendant 30 ans, elle a grandi en écoutant le rugissement des moteurs diesel se mêler au vent glacé qui descend des montagnes. Quand elle n'avait que 12 ans, elle savait déjà changer l'huile d'un tracteur Valmet les yeux fermés. À 15 ans, elle a réparé seule le moteur d'une pelleteuse que 5 hommes adultes avaient juré être irrécupérable. Mais le véritable talent de Jeanne ne résidait pas seulement dans ses mains calleuses ou ses yeux attentifs qui voyaient l'invisible. Il résidait dans la connaissance profonde qu'elle avait d'une chose que peu de mécaniciens en France maîtrisaient: le comportement du métal sous des conditions extrêmes. Tandis que les autres mécaniciens étudiaient la carburation et l'injection électronique, Jeanne se plongeait dans des manuels d'ingénierie sur la contraction thermique, les coefficients de dilatation et la fatigue cryogénique. Elle savait exactement comment un joint de culasse se comporte à 10 degrés, comment l'huile se transforme en mélasse épaisse à l'intérieur des galeries, et comment les pistons peuvent se bloquer dans les cylindres lorsque l'aluminium se contracte plus vite que la fonte. Son atelier était un mélange de musée et de laboratoire. Il y avait des outils de 3 générations accrochés au mur en bois, des clés à molette rouillées de son grand-père au scanner numérique moderne. Le sol était en béton taché par des décennies de cambouis noirs, et l'odeur qui dominait tout était ce parfum unique d'huile brûlée, mélangé à du kérosène et à du café réchauffé. Dans un coin, un poêle à bois maintenait une bouilloire toujours sifflante, car les matins de gel, les outils vous brûlaient les doigts tant ils étaient froids. Maintenant, faites attention à ce que je vais vous raconter, car c'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Par un après-midi de juin, alors que le froid avait déjà peint les vergers de pommiers d'une couche blanche de glace qui ressemblait à du sucre en poudre, un convoi de 3 camionnettes argentées a remonté en ronflant le chemin de terre qui menait à l'atelier de Jeanne. Ce n'étaient pas des voitures ordinaires, c'étaient des camionnettes importées, de celles qui coûtent le prix d'une maison, avec des pneus gigantesques et des chromes qui brillaient même sous le ciel gris. De la camionnette du milieu est descendu un homme que tout le monde dans la région connaissait, Monsieur Armand Lefebvre. Armand était de ces hommes qui portent le pouvoir dans leur démarche. Ancien maire de la ville, propriétaire de 2 abattoirs qui traitaient des tonnes de viande par jour, il avait ce type d'arrogance qui vient de ceux qui n'ont jamais entendu un nom dans leur vie. Il portait un lourd manteau de laine grise, trop cher pour quelqu'un qui allait marcher sur le sol d'un atelier, et ses chaussures en cuir brillaient tellement qu'elles ressemblaient à des miroirs. Son visage était large, ses sourcils épais, et ses yeux avaient cet éclat de celui qui calcule toujours la valeur de chaque personne devant lui en euros et en centimes. Derrière lui, sur un camion de dépannage, venait la raison de toute cette suite. Une coccinelle 1500 BE, année 1974. Mais ce n'était pas n'importe quelle coccinelle, mes chers amis. C'était la coccinelle, celle qui était déjà devenue une légende urbaine dans toute la région des Alpes. La coccinelle qui avait fait abandonner 7 des meilleurs garages spécialisés dans les voitures anciennes et rendre l'argent aux clients.
Des mécaniciens primés, des ingénieurs diplômés étrangers, des restaurateurs célèbres qui facturaient des fortunes pour faire revivre des automobiles historiques. Tous avaient échoué. Le problème était toujours le même et si bizarre qu'il semblait sorti d'un film d'horreur. Chaque fois que la température chutait en dessous de 0 degré, le moteur de la coccinelle se bloquait simplement. Ce n'était pas un manque de batterie, pas une huile trop épaisse, pas un problème électrique. C'était comme si le cœur de métal de la voiture lui-même décidait d'arrêter de battre quand le froid devenait intense. Le vilebrequin restait bloqué, les bielles ne tournaient pas, et quelle que soit la force appliquée sur la manivelle de démarrage, le moteur était une pierre massive. Mais le plus étrange de tout, dès que le soleil du matin réchauffait un peu l'air, le moteur recommençait à tourner librement, comme s'il n'avait jamais eu le moindre problème. Jeanne avait la tête plongée dans le moteur d'un camion Mercedes 1113, quand elle a entendu les camionnettes s'arrêter. Elle s'est redressée lentement, essuyant ses mains noires de cambouis sur un vieux chiffon accroché à sa ceinture de jean. C'était une femme d'environ 35 ans, la peau bronzée par le soleil des montagnes, les cheveux noirs attachés en une queue de cheval pratique et ses yeux sombres qui semblaient voir à travers les choses. « Vous êtes la fameuse Jeanne ?» a demandé Armand sans salutation, comme s'il connaissait déjà la réponse et ne faisait que remplir un protocole irritant. « C'est moi-même » a-t-elle répondu d'une voix calme, essuyant la sueur de son front avec le dos de sa main. « Que désirez-vous, monsieur ?» Armand a eu ce sourire tordu de ceux qui n'atteignent pas les yeux. « J'ai entendu dire que vous êtes la meilleure mécanicienne des Alpes, que vous comprenez les moteurs par temps froid comme personne. »« Les gens exagèrent, » a dit Jeanne, mais il n'y avait pas de fausse modestie là. C'était juste l'honnêteté de quelqu'un qui sait que la connaissance n'est pas un motif de vanterie, mais un outil de travail. « Alors les gens mentent ?» a provoqué Armand, et les deux hommes qui étaient descendus avec lui ont ri de ce rire forcé, de ceux qui rient parce que le chef l'a ordonné. Jeanne n'a pas mordu à l'hameçon, elle a juste regardé la coccinelle beige être déchargée du camion de dépannage. Même de loin, elle pouvait voir que c'était une voiture bien entretenue. La carrosserie était impeccable, sans point de rouille. La peinture brillait avec ce beige d'origine que Volkswagen utilisait dans les années 70. Les chromes étaient polis, les pneus étaient neufs, à flanc blanc, et même les feux arrière avaient des verres cristallins, sans cette opacité jaunâtre du temps. « Jolie voiture », a-t-elle dit. « Quel est le problème ?» Et c'est là qu'Armand a commencé à raconter l'histoire qui était déjà devenue une légende. Il a parlé des 7 garages, des moteurs refaits à neuf, des mécaniciens qui juraient que le bloc était voilé, que les coussinets avaient un jeu fantôme, que l'arbre à cames était désaligné par des forces surnaturelles. Il a raconté qu'il avait dépensé plus de 20 000 € à essayer de faire fonctionner cette fichue coccinelle par temps froid, et que la voiture était devenue une obsession personnelle. « Pourquoi ne renoncez-vous pas et ne la vendez-vous pas en été quand elle fonctionne ?» a demandé Jeanne en croisant les bras. La question semblait simple, mais elle a touché un point sensible. Le visage d'Armand s'est durci un instant et Jeanne a compris qu'il y avait une histoire là. Une histoire lourde. « Cette voiture n'est pas à vendre », a-t-il dit d'une voix plus basse, plus dangereuse. « Elle a appartenu à mon frère, et j'ai promis que je la ferai rouler à nouveau, quoi qu'il en coûte. » Il y a eu un silence lourd. Le vent froid sifflait entre les planches de l'atelier. « Et que voulez-vous de moi ?» a demandé Jeanne. Armand a de nouveau esquissé ce sourire, mais cette fois, il y avait de la pure méchanceté dedans. « Je veux faire un pari. » Il a expliqué les termes lentement, savourant chaque mot comme un vin cher. Si Jeanne réussissait à faire démarrer la coccinelle à moins 5 degrés et à monter le col de l'Iseran sans caler une seule fois, la voiture serait à elle. Une coccinelle de 74 restaurée, valant facilement 15 000 € sur le marché des collectionneurs. Mais si elle échouait, si ce moteur calait ne serait-ce qu'une seconde pendant la montée, elle devrait travailler gratuitement à l'entretien de toute sa flotte de camions frigorifiques pendant 3 années entières. 3 ans de travail gratuit,
a dit Jeanne sans détour. 3 ans de travail sans salaire, a corrigé Armand avec cynisme. Vous êtes libre de refuser. Les hommes qui l'accompagnaient ont ri de nouveau. L'un d'eux, un homme corpulent en casquette, a craché par terre et a dit « Patron, la demoiselle est maline, elle n'acceptera pas. 7 garages ont échoué, les meilleurs des Alpes. Elle sait que c'est impossible. » Jeanne a regardé la coccinelle, puis Armand, puis ses propres mains, tachées de cambouis, calleuses, mais fermes. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a tendu sa main droite à Armand et a dit « J'accepte ». Le silence qui est tombé là était si profond qu'on pouvait entendre le vent frapper les tôles de zinc. Armand est resté quelques secondes sans réaction, comme s'il s'attendait à ce qu'elle refuse. Mais ensuite, il lui a serré la main. Et la poignée était forte, douloureuse, une poignée de quelqu'un qui veut écraser. « Vous avez jusqu'à la prochaine vague de froid polaire » a-t-il dit. « Les météorologues annoncent que dans 10 jours, la température va chuter à -8. D'ici là, la coccinelle est à vous. Arrangez-la, étudiez-la, priez, faites ce que vous voulez, mais le jour du test, elle devra fonctionner. » Armand et ses hommes sont partis cet après-midi-là, laissant la coccinelle garée dans la cour de l'atelier comme un défi silencieux. Jeanne est restée là, à regarder cette voiture beige pendant longtemps, tandis que le soleil se couchait derrière les montagnes et que le froid de la nuit commençait à mordre. Elle savait qu'elle venait d'accepter le défi le plus dangereux de sa vie. Ce n'était pas seulement un moteur cassé, c'était un mystère qui avait vaincu les meilleurs. Et quelque chose, au fond de son intuition, lui murmurait que cette coccinelle cachait bien plus qu'un simple défaut mécanique. La vérité était enfermée là, à l'intérieur de ce moteur, et Jeanne avait 10 jours pour la trouver. Les 3 premiers jours furent dédiés à une pure investigation silencieuse. Jeanne n'était pas de ces mécaniciennes qui ouvrent tout comme un enfant avec un nouveau jouet. Non. Elle avait de la méthode, de la discipline, une patience de chirurgien et savait que cette coccinelle n'était pas un cas ordinaire. 7 garages spécialisés avaient échoué. Cela signifiait que le problème ne se trouvait pas là où tout le monde cherchait. Le premier matin, la gelée couvrant le capot de la voiture, elle s'est simplement assise sur un vieux tabouret en bois et a observé. Elle a observé la position du moteur, l'angulation des tubulures, l'usure des supports en caoutchouc qui maintenaient l'ensemble. Elle a passé sa main lentement sur la carrosserie gelée, sentant chaque imperfection, chaque petite marque qui racontait une histoire. La coccinelle avait été très bien entretenue, c'était évident. La peinture beige d'origine était trop parfaite. Quelqu'un avait investi du temps et de l'argent dans cette voiture, non par nécessité, mais par amour. « Quel secret caches-tu » a-t-elle murmuré à la voiture, comme si elle pouvait répondre. Jeanne a pris une puissante lampe torche à LED et a commencé la première inspection visuelle complète. Elle a ouvert le capot arrière, et là, il était, le moteur Boxer à 4 cylindres à plat, la marque de fabrique de Volkswagen. Le bloc était impeccable, avec une nouvelle peinture noire qui brillait sous la lumière. Les culasses avaient été clairement refaites, avec des vis Allen chromées au lieu des originales, signe que des mécaniciens méticuleux avaient travaillé là. Le carburateur était un double Solex, également reconditionné, avec les gicleurs propres et brillants. Mais Jeanne ne regardait pas seulement ce qui était visible. Elle regardait ce qui aurait dû être là, et ne l'était pas. Elle a pris une clé plate de 13, et a commencé à démonter le système de refroidissement. Les coccinelles sont refroidies par air, pas par eau. Donc le système était composé d'un grand ventilateur, comme une roue de vélo, de conduits en tôle, qui guidaient l'air froid vers les cylindres, et de l'huile qui circulait, transportant la chaleur à l'extérieur. Et c'est là, dans les galeries internes, par où l'huile aurait dû circuler librement, qu'elle a trouvé le premier indice étrange. Avec une sonde à fibre optique qu'elle avait elle-même adaptée d'un vieil endoscope médical, Jeanne a inséré le câble fin par les ouvertures du bloc. Sur le petit écran de l'appareil, elle a vu l'intérieur des galeries, les parois en fonte, les passages étroits, les résidus de carbone normaux. Mais ensuite, dans un virage spécifique de la galerie du 2e cylindre, elle a vu quelque chose qui ne devait pas être là. Il y avait une couche de résine, une résine époxy couleur rouille,
appliquée avec une perfection chirurgicale sur quelque chose qui ressemblait à une valve. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» a murmuré Jeanne, rapprochant la sonde. Ce n'était pas une valve ordinaire, elle était minuscule, de la taille d'un grain de haricot, et elle était parfaitement intégrée à la structure du bloc, comme si elle y était née. La résine qui la recouvrait avait exactement la même texture et la même couleur que la fonte environnante. Un travail de camouflage si parfait qu'il aurait été impossible à détecter sans équipement spécialisé. Jeanne a passé les 6 heures suivantes à cartographier chaque centimètre du moteur et a découvert que ce n'était pas seulement une valve, c'était 6. 6 valves pneumatiques microscopiques cachées à l'intérieur des galeries de refroidissement, une dans chaque passage critique du moteur. Elles étaient connectées entre elles par des tubes capillaires aussi fins qu'un cheveu humain, tous cachés sous la résine qui imitait le métal. Mais les valves pneumatiques ont besoin d'air comprimé pour fonctionner. D'où venait la pression? C'est là que Jeanne a remarqué quelque chose qu'aucun des autres mécaniciens n'avait noté. Les valves de gonflage des pneus arrière n'étaient pas d'origine. C'étaient des valves spéciales, plus longues, avec un système de raccordement différent. Elle en a dévissé une avec précaution et a découvert qu'en réalité, ces valves étaient des connecteurs. Des connecteurs qui acheminaient la pression non seulement vers les pneus, mais aussi via un réseau caché dans le châssis, jusqu'au moteur. « Oh là là !» a-t-elle dit à voix haute, ressentant un frisson qui n'était pas dû au froid. Ce n'était pas un défaut, c'était un système conçu intentionnellement. Quelqu'un avait transformé le moteur de cette coccinelle en un mécanisme de blocage intentionnel, activé par pression pneumatique et température. Les valves microscopiques étaient faites d'un alliage spécial qui se dilatait dans le froid, obstruant les galeries d'huile et créant des points de pression qui bloquaient littéralement le vilebrequin. Mais le plus impressionnant, le système ne se débloquait que s'il recevait une séquence spécifique d'impulsion de pression via les connecteurs de pneus. C'était un coffre-fort mécanique. Le moteur entier était un coffre-fort gigantesque, verrouillé par la physique, l'ingénierie et la température. Jeanne s'est assise sur le sol froid de l'atelier et a regardé la coccinelle pendant de longues minutes. Son esprit travaillait à vitesse maximale. Celui qui avait les connaissances pour faire une chose pareille n'était pas un mécanicien ordinaire, c'était le travail d'un ingénieur, de quelqu'un qui comprenait la pneumatique industrielle, de quelqu'un qui savait concevoir des systèmes de haute précision. Et plus important encore, pourquoi quelqu'un ferait-il cela? La 4e nuit, en buvant du café réchauffé et en mangeant un pain saucisse, Jeanne a décidé de faire quelque chose que les autres mécaniciens n'avaient probablement pas fait. Rechercher l'histoire de la voiture. Elle a appelé quelques connaissances, a fouillé d'anciens registres à la préfecture, a passé quelques appels discrets et ce qu'elle a découvert a tout commencé à prendre un sens troublant. La coccinelle avait appartenu à l'origine à Hubert Lefebvre, le frère aîné d'Armand. Hubert était un ingénieur mécanique diplômé d'une grande école d'ingénieurs en mécanique. Il avait travaillé dans une grande entreprise de réfrigération industrielle, concevant des compresseurs de réfrigérateurs, et était connu dans la région comme un génie technique. Mais en 1987, quelque chose s'est passé. Hubert a été accusé de vol de propriété intellectuelle par l'entreprise. Il a tout perdu, a été humilié publiquement et est décédé 3 ans plus tard d'une crise cardiaque foudroyante, à l'âge de 42 ans. Et qui a hérité de toutes les propriétés et affaires d'Hubert après sa mort? Armand. Jeanne a senti son estomac se nouer. L'histoire commençait à se dessiner dans sa tête. Et ce n'était pas une belle histoire. Hubert avait été ingénieur en compresseurs et systèmes pneumatiques. Il avait la connaissance exacte pour construire ce système dans la coccinelle. Et s'il avait été accusé de vol? Et si, en réalité, il était innocent? Et s'il avait caché les preuves de sa propre innocence dans le seul endroit où personne n'irait chercher, à l'intérieur du moteur de la voiture qu'il aimait? Le 5e jour, Jeanne a pris une décision. Elle devait débloquer le système, mais elle ne pouvait pas simplement détruire le moteur. S'il y avait quelque chose de caché là, quelque chose que Hubert avait protégé avec tant d'ingéniosité, alors
Elle devait y accéder de la bonne manière. Elle devait comprendre le code. Elle a passé 2 jours entiers à faire des tests de pression, à connecter un compresseur numérique de haute précision aux valves des pneus arrière et à commencer à essayer des séquences. 3 impulsions courtes, 2 longues et une courte. Une longue, pause, 3 courtes. Chaque tentative prenait des heures car elle devait attendre que la température descende en dessous de 0 pour voir si le moteur se débloquait. C'est la 7e nuit, la température affichant 6 degrés et sa respiration se transformant en vapeur à l'intérieur de l'atelier, que Jeanne a eu une intuition. Et si le code n'était pas aléatoire? Et si c'était quelque chose de personnel? Quelque chose que seul Hubert saurait? Elle a pris le certificat de naissance d'Hubert qu'elle avait obtenu grâce à un contact à la mairie. Date de naissance, 14 mars 1945, 1435. Elle a converti cela en impulsion de pression. Une impulsion longue, 4 courtes, 4. Pause, 0, pas d'impulsion. 3 courtes, pause, 4 courtes, 5 courtes. Elle a connecté le compresseur. Elle a programmé la séquence. Elle a appuyé sur le bouton. Le compresseur a sifflé doucement, envoyant les impulsions d'air à travers le système caché dans le châssis. Jeanne a retenu son souffle pendant 10 secondes. Rien ne s'est passé. Puis elle a entendu un son qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, un clic mécanique venant de l'intérieur du moteur, suivi d'un sifflement presque imperceptible d'air étant libéré. Les mains tremblantes, non pas de froid, mais d'adrénaline pure. Elle a essayé de faire tourner le vilebrequin en utilisant la manivelle de démarrage. Et le moteur a tourné. Il a tourné librement, en douceur, avec cette résistance parfaite d'un boxeur sain. Le système s'était déverrouillé. « J'ai réussi », a-t-elle murmuré, et des larmes de pure émotion ont brûlé au coin de ses yeux. Mais Jeanne savait que ce n'était que la moitié de la vérité. Le moteur fonctionnait maintenant, oui, mais si Hubert avait construit un système si élaboré juste pour bloquer le moteur par temps froid, alors il y avait autre chose. Quelque chose que le mouvement du moteur révélerait, quelque chose qui nécessitait la vibration spécifique de la voiture en marche pour être accessible. Le matin du 8e jour, Jeanne a mis du nouveau carburant dans le réservoir, a connecté une batterie chargée et pour la première fois depuis des années a démarré cette coccinelle par une température négative. Le moteur a toussé 1 fois, 2 fois, puis a démarré. Le rugissement caractéristique du boxeur a rempli l'atelier gelé et la fumée blanche s'est échappée de l'échappement comme si la voiture respirait après un long sommeil. Et puis, elle a senti une vibration différente. Ce n'était pas celle du moteur, c'était celle du châssis, une fréquence spécifique qui faisait résonner le plancher de la voiture d'une manière étrange. Jeanne a coupé le moteur immédiatement et s'est glissée sous la voiture avec une lampe torche. Là, soudée à la traverse centrale du châssis, cachée par des décennies de saleté de la route et de graisse protectrice, se trouvait un compartiment pneumatique de la taille d'une boîte à chaussures, avec un couvercle qui ne s'ouvrait que lorsqu'il recevait la vibration harmonique exacte du moteur fonctionnant à un certain régime. Les mains de Jeanne tremblaient alors qu'elle nettoyait la saleté et voyait que le couvercle était entrouvert. La vibration du moteur avait fait son œuvre. À l'intérieur du compartiment, protégé par du plastique imperméable, il y avait une enveloppe jaunie par le temps. Elle ne l'a pas ouverte, pas encore, mais elle savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle le savait par le poids de la chose, par la façon dont tout le destin semblait respirer à cet instant. C'étaient des documents, des preuves, la vérité qu'Hubert avait cachée il y a presque 40 ans. Jeanne a refermé le compartiment avec précaution, s'est glissée de nouveau dessous la voiture et est restée assise sur le sol froid, les genoux serrés. La coccinelle fonctionnait. Elle avait gagné le défi technique. Elle aurait pu appeler Armand tout de suite, lui dire qu'elle était prête pour le test du col, gagner la voiture et tout oublier. Mais il y avait l'enveloppe, il y avait la vérité. Et pour la première fois de sa vie, Jeanne a réalisé que réparer le moteur avait été la partie facile. La partie difficile ne faisait que commencer. Jeanne n'a pas dormi cette nuit-là.
Elle est restée assise sur la vieille chaise en cuir de l'atelier, regardant l'enveloppe scellée qu'elle avait posée sur l'établi. La lumière jaune de l'ampoule incandescente suspendue au plafond se balançait légèrement avec le vent qui s'engouffrait par les fissures des planches, faisant danser des ombres sur les murs. La coccinelle était là, silencieuse comme un secret gardé, le capot arrière encore ouvert, montrant le moteur qu'elle avait finalement décrypté. Mais cette enveloppe était différente. Ce n'était pas un problème mécanique qu'elle pouvait résoudre avec une clé à molette et des connaissances techniques. C'était un problème humain, et ceux-là, elle le savait très bien, étaient les plus dangereux de tous. Quand le soleil a commencé à éclairer l'horizon des montagnes, peignant le ciel d'orange et de rose au-dessus des sommets couverts de brume, Jeanne a finalement pris son courage à deux mains, a pris l'enveloppe avec précaution, comme si c'était une grenade sur le point d'éclater, et a brisé le sceau qui avait résisté pendant presque 40 ans, caché à l'intérieur du châssis d'une coccinelle. À l'intérieur, il y avait 3 documents. Le premier était une lettre manuscrite d'une écriture soignée et tremblante de quelqu'un qui écrit en sachant que ce pourrait être la dernière fois. Le second était un ensemble de plans techniques, des dessins d'ingénierie avec des tampons d'une grande entreprise de réfrigération industrielle datés de 1986. Et le troisième était un acte notarié de propriété rurale avec des tampons et des signatures authentifiées. Jeanne a commencé à lire la lettre et à chaque ligne, elle sentait son estomac se serrer davantage. Si quelqu'un lit ceci, cela signifie qu'il a réussi à résoudre l'énigme du moteur. Cela signifie que vous êtes assez intelligent pour comprendre la vérité. Mon nom est Hubert Lefebvre et ce sont les preuves que mon frère Armand m'a volées, a volé mes projets, a volé mes terres, a volé ma vie. La lettre racontait une histoire qui vous glaçait le sang plus que n'importe quelle température négative. Hubert avait développé un système révolutionnaire de compresseurs de haute efficacité pour la réfrigération industrielle. Le projet valait des millions et l'entreprise était sur le point de le breveter sous son nom. Mais Armand, qui n'était à l'époque qu'un cadre administratif dans l'entreprise, avait accès aux documents de son frère. Dans une manœuvre calculée et cruelle, il a falsifié des preuves qu'Hubert avait volé les projets d'un autre ingénieur, a présenté les fausses preuves à la direction et a fait licencier son frère pour faute grave. Mais il ne s'est pas arrêté là. Avec Hubert au chômage et désespéré, Armand a proposé d'acheter les terres familiales qui valaient une fortune pour un prix ridicule. Hubert, sans argent et sans option, a été contraint d'accepter. Et c'est sur ces terres qu'Armand a construit les abattoirs qui l'ont rendu riche. La lettre se terminait par une phrase que Jeanne a lue 3 fois, sentant chaque mot comme un coup de poing. J'ai caché les preuves au seul endroit où il n'imaginerait jamais chercher, au cœur de la voiture qu'il m'a toujours envié d'avoir. Si vous lisez ceci, s'il vous plaît, ne le laissez pas gagner à nouveau. La vérité doit valoir plus que le silence. Jeanne a remis la lettre dans l'enveloppe et a regardé dans le vide pendant un long moment. Dehors, les oiseaux commençaient à chanter et la gelée du matin commençait à fondre sous les premiers rayons de soleil. C'était un beau jour qui se levait, mais elle ne ressentait rien d'autre qu'un poids énorme sur la poitrine. Les plans techniques prouvaient que les projets étaient bien originaux d'Hubert. Il portait ses marques personnelles, des annotations de sa propre main, des calculs que lui seul aurait pu faire. L'acte notarié montrait que la vente des terres avait été faite pour un prix si bas qu'elle était évidemment frauduleuse, une transaction forcée qui n'aurait jamais été acceptée dans des conditions normales. Elle avait entre les mains tout ce qu'il fallait pour détruire Armand, tout pour rendre justice à un homme mort des décennies plus tôt, emportant l'injustice dans sa poitrine. Mais il y avait un problème grand et effrayant. Si elle montrait les preuves maintenant, Armand nierait tout. Il dirait que c'était des documents falsifiés, que Jeanne avait inventé cela pour ne pas avoir à honorer le pari. Et il avait de l'argent, du pouvoir, des avocats chers. Elle n'était qu'une mécanicienne des montagnes, qui le juge, croirait-il.
Mais si elle honorait le pari, si elle faisait monter la coccinelle le long du col en parfait état de marche et remettait la voiture à Armand comme convenu, il aurait accès au compartiment secret. Il découvrirait les documents et, avec toute certitude, détruirait tout avant que quiconque ne puisse les voir. La vérité disparaîtrait à jamais, brûlée dans une cheminée ou déchirée en morceaux trop petits pour être reconstruits. Jeanne était piégée. C'était un échec, et mat parfait. Les 2 jours suivants, elle a essayé de trouver une issue. Elle a pensé à faire des copies des documents, mais les copies n'ont pas la même valeur légale que les originaux. Elle a pensé à consulter un avocat, mais qui, dans la région, aurait le courage d'affronter Armand Lefebvre. Elle a pensé à aller directement à la police, mais sans preuves authentifiées, ce serait sa parole contre celle d'un ancien maire puissant. Et le temps passait. La vague de froid polaire approchait. Dans 3 jours, la température allait chuter à 8 degrés. C'est alors qu'Armand apparaîtrait pour réclamer le pari. La nuit du 9e jour, alors que Jeanne était allongée sur le lit étroit de la petite chambre qu'elle avait derrière l'atelier, regardant le plafond en bois et sentant le froid s'infiltrer par les fissures, elle a eu une visite inattendue. Quelqu'un a frappé à la porte de l'atelier. Il était presque 23 heures. Jeanne s'est levée, le cœur battant la chamade, a pris une clé en croix pour se défendre si nécessaire et est allée ouvrir la porte avec prudence. De l'autre côté se trouvait une femme, elle devait avoir environ 60 ans, les cheveux blancs attachés en un chignon simple, le visage marqué par le temps, mais les yeux encore vifs et attentifs. Elle portait un épais manteau de laine et tenait un vieux sac contre sa poitrine. « Vous êtes Jeanne ?» a demandé la femme d'une voix douce. « Oui. Et vous, madame ?»« Mon nom est Thérèse. Thérèse Lefebvre. J'étais mariée à Hubert. » Le monde a semblé s'arrêter. Jeanne a ouvert davantage la porte et a laissé la femme entrer. Elle a préparé du café chaud, a pris une couverture pour que Thérèse se réchauffe, et les deux se sont assises face à face. « Je sais que vous avez trouvé les documents, » a dit Thérèse sans détour. « Je savais qu'ils étaient cachés dans la coccinelle. Hubert me l'a dit avant de mourir, mais il m'a fait promettre de ne jamais dire à personne où ils se trouvaient. Il a dit que seul quelqu'un d'assez intelligent pour résoudre l'énigme du moteur aurait le droit de décider quoi faire de la vérité. « Comment saviez-vous que je les avais trouvés ?» a demandé Jeanne. Thérèse a souri d'une manière triste. « Parce que depuis 2 jours, il y a une voiture noire garée au bout du chemin qui mène ici. Il vous surveille. Armand n'est pas idiot. Il sait que si quelqu'un a enfin réparé le moteur, il a pu découvrir le secret. » Jeanne a senti un frisson lui monter le long de la colonne vertébrale. Il sait. Il a toujours soupçonné que Hubert avait caché quelque chose, mais n'en a jamais eu la certitude. Maintenant, il est désespéré, et les hommes désespérés avec du pouvoir sont dangereux. Thérèse a posé son vieux sac sur l'établi et en a sorti une enveloppe jaunie, presque identique à celle que Jeanne avait trouvée. C'est un 2e jeu de preuve. Hubert était méticuleux. Il a fait 2 copies de tout, authentifiées chez un notaire, avant d'en cacher une dans la coccinelle. L'autre, il me l'a laissée, scellée, avec des instructions pour l'ouvrir quand la voiture serait réparée. Les mains de Jeanne tremblaient lorsqu'elle a pris l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des copies certifiées conformes de tous les documents, avec des tampons notariés, des reconnaissances de signature, tout légal et officiel. « Pourquoi me donnez-vous cela maintenant ?» a demandé Jeanne d'une voix étranglée. Thérèse a tenu ses mains fermement. La peau de la femme était chaude, malgré le froid de la nuit, parce que vous avez un choix à faire. Un choix qui définira le genre de personne que vous êtes. Vous pouvez rendre la voiture à Armand, gagner la coccinelle, vous taire et continuer votre vie. Ou vous pouvez faire ce qui est juste, même en sachant que cela vous coûtera cher. « Il peut me détruire », a murmuré Jeanne. « Il le peut, mais la vérité est que toutes les victoires ne valent pas le prix du silence, » a dit Thérèse. Et il y avait une sagesse profonde dans ses yeux fatigués. Hubert est mort, en croyant que la justice n'existait pas. Ne le laissez pas continuer à le croire, même de l'autre côté. Thérèse s'est levée, a ajusté son manteau et a marché vers la porte. Avant de sortir, elle a regardé une dernière fois en arrière. Le test est dans 2 jours. Vous avez jusque-là pour décider,
Mais sachez que, peu importe votre choix, je vous respecterai, car les choix difficiles n'ont pas de jugement facile. Et puis elle a disparu dans l'obscurité de la nuit glacée, laissant Jeanne seule avec 2 enveloppes, une coccinelle réparée et le poids d'une décision qui allait bien au-delà des moteurs et des pistons. Jeanne est retournée à l'intérieur de l'atelier et a regardé la coccinelle beige. La voiture était parfaite. Maintenant, elle avait résolu l'impossible. Elle avait déchiffré une énigme qui avait vaincu 7 garages. Elle avait prouvé qu'elle était la meilleure. Mais cela suffisait-il? Dehors, elle savait, se trouvait la voiture noire, des yeux surveillants, des oreilles attentives. Armand attendait et dans 2 jours, quand la température chuterait et que le col serait couvert de glace, elle devrait prendre la décision la plus importante de sa vie. Faire monter la coccinelle le long du col. Facile. Elle savait déjà comment. Le plus difficile était de décider vers où elle allait pointer une fois en haut. Le jour du test s'est levé, avec un ciel chargé de cette couleur gris-plomb que tout habitant des montagnes connaît bien. C'était l'avertissement de la nature. Quelque chose de fort approche. Le thermomètre indiquait 2 degrés à 6 heures du matin, mais les météorologues confirmaient que d'ici midi, la température chuterait à 8 degrés. Le front froid polaire était arrivé plus tôt que prévu, et avec lui, un vent coupant qui faisait larmoyer les yeux et brûler la peau. Jeanne n'avait dormi que 3 heures, mais son corps ne se plaignait pas de fatigue, mais de l'adrénaline pure qui courait dans ses veines depuis l'apparition de Thérèse 2 jours auparavant. Les 2 enveloppes étaient rangées à des endroits différents, l'une dans une vieille boîte à biscuits cachée derrière les outils, l'autre à l'intérieur de la veste épaisse qu'elle portait, pliée en 4 et scotchée contre sa poitrine, sous sa chemise en flanelle. Elle avait un plan, ce n'était pas un plan parfait, mais c'était le seul qui avait du sens dans sa tête. Et pour fonctionner, il fallait du courage et un timing précis. À 8 heures du matin, 3 camionnettes argentées ont remonté le chemin de terre, cette fois accompagnées de 4 autres voitures. Armand n'était pas venu seul. Il avait amené des témoins, comme si c'était un événement officiel. Sont descendus de ses véhicules et de ceux de ses hommes de main habituels. 6 autres hommes, dont 2 que Jeanne a reconnus comme des avocats de la ville, toujours en costume, même par ce froid absurde, et un petit homme avec un appareil photo professionnel suspendu à son cou. « Bonjour, Jeanne !» a crié Armand de loin, ouvrant les bras comme un maître de cérémonie de cirque. « Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le jour où vous deviendrez une légende ou une triste histoire d'avertissement. » Les hommes autour de lui ont ri de ce rire forcé habituel. Jeanne n'a pas répondu. Elle a juste essuyé ses mains sur un chiffon et a marché jusqu'à la coccinelle, garée devant l'atelier, couverte par une vieille bâche qu'elle avait mise pour la protéger du gel de la nuit. Quand elle a retiré la bâche, révélant la coccinelle beige, polie et brillante, même sous le ciel gris, il y a eu un silence. La voiture était impeccable, la carrosserie reluisante, les chromes parfaits, les pneus calibrés. On aurait dit qu'elle venait de sortir de la concession ce matin-là. « Beau travail !» a dit Armand, mais le ton était plus menaçant que flatteur. « Mais la beauté ne fait pas tourner un moteur par temps froid. Voyons si vous êtes vraiment doué ou si ce n'est que du blabla. » Jeanne a ouvert la portière du conducteur, a avancé le siège, car elle était plus petite que Hubert devait l'être, et a tourné la clé dans le contact. Le démarreur a commencé à tourner, forçant le vilebrequin. 1 fois, 2 fois, à la 3e, le moteur a démarré avec ce grondement rauque et caractéristique du boxeur refroidi par air. La fumée blanche s'est échappée de l'échappement, dense dans l'air glacé. Le thermomètre numérique qu'Armand avait apporté indiquait 3 degrés. « N'importe quelle voiture fonctionne à cette température, » a-t-il ricané. « Le test est dans la montée, allons au col. Si ce moteur cale ne serait-ce qu'une seule fois avant d'atteindre le sommet, vous perdez. Et s'il y arrive, vous gagnez la voiture. Et je n'en parlerai plus jamais. » Jeanne l'a regardé fixement. « Et si je gagne, vous l'accepterez de bonne grâce, sans revanche, sans chercher la petite bête. » Armand a eu ce sourire de serpent. « J'ai des témoins ici, des avocats, même un film. Le pari est officiel, mais détendez-vous, ma petite, vous ne gagnerez pas. »
La caravane a commencé à bouger, la coccinelle en tête avec Jeanne au volant, les camionnettes d'Armand derrière et les autres voitures qui suivaient. La route qui menait au pied du col de l'Iséran était goudronnée et pleine de nids de poules, de virages serrés et de dos d'âne qui faisaient râler les amortisseurs. Le moteur de la coccinelle ronronnait fermement, maintenant la température d'huile stable, même avec le froid augmentant à chaque minute. Quand ils sont arrivés au début du col proprement dit, où le panneau vert indiquait « Col de l'Iséran, virage dangereux, vitesse maximale 40 km/h », la température était tombée à 5 degrés. Le vent était si fort qu'il balançait les voitures et le brouillard commençait à descendre des montagnes comme une couverture fantomatique. Jeanne a respiré profondément. Ses mains sur le volant étaient fermes, mais son cœur battait comme un piston à haut régime. Elle savait que le moteur allait fonctionner, elle en était certaine. Le système de blocage avait été désactivé avec la séquence correcte et les valves pneumatiques étaient ouvertes. La coccinelle allait monter ce col sans aucun problème, mais la question qui martelait dans sa tête était « Et après ?» La montée a commencé. La première rampe était douce, un large virage qui prenait de l'altitude lentement. La coccinelle la franchit sans difficulté, la première vitesse tirant fermement, le moteur chantant cette musique métallique que seuls les anciens boxeurs savent faire. Le deuxième virage était plus serré, une épingle à cheveux de presque 180 degrés avec des pierres lâches sur le bord. Jeanne a manœuvré avec soin, sentant les pneus chercher l'adhérence sur l'asphalte gelé. Derrière elle, les camionnettes suivaient lentement. Dans le rétroviseur, elle pouvait voir Armand à la fenêtre passager de la première, le visage collé à la vitre, observant chaque mouvement de la coccinelle comme un faucon observe sa proie. Le troisième virage était l'endroit où les 7 autres mécaniciens avaient échoué. C'était le célèbre virage de la glace, où la température chutait toujours d'environ 3 degrés de plus à cause de l'ombre permanente d'une paroi rocheuse. Là, à 7 degrés ou 8 degrés, c'était là que les moteurs avaient l'habitude de caler. Jeanne a rétrogradé en première, a laissé le moteur travailler à régime moyen, sentant chaque vibration du volant dans ses mains. La coccinelle a commencé à gravir la rampe abrupte, 10 mètres, 20, 30. La vapeur de sa respiration embuait le pare-brise de l'intérieur, et elle a dû l'essuyer avec la manche de sa veste pour bien voir. Et puis, à mi-chemin de la rampe, elle a entendu un bruit qui lui a glacé le sang. Le moteur ratatouillait. Un battement irrégulier, comme si un des cylindres avait perdu son étincelle. La coccinelle a donné un à-coup. Le régime a chuté et pendant une terrible seconde, Jeanne a cru qu'elle s'était trompée dans ses calculs, que le système était toujours bloqué. Mais non, ce n'était pas le système pneumatique, c'était une simple panne électrique. Un câble de bougie qui s'était desserré avec la vibration de la montée. Elle le savait parce qu'elle reconnaissait le son. Sans réfléchir à 2 fois, Jeanne a appuyé sur l'embrayage, a tiré le frein à main et le moteur, toujours en marche mais ratatouillant, est descendu de la voiture. « Qu'est-ce que vous faites ?» a crié Armand depuis sa camionnette, descendant également. « Vous allez aussi perdre le pari, le moteur est en panne. » Jeanne n'a pas répondu. Elle a ouvert le capot arrière avec des mouvements rapides, a localisé le câble de bougie desserré du 3e cylindre, l'a repoussé à sa place avec un claquement sec et a refermé le capot. Tout cela en moins de 30 secondes. Elle est revenue à la voiture, a desserré le frein, a engagé la première vitesse. Le moteur a de nouveau ronronné parfaitement. Armand est resté immobile au milieu de la route, la bouche ouverte, tandis que la coccinelle reprenait la montée, comme si rien ne s'était passé. Les autres hommes regardaient incrédules. Cette femme avait diagnostiqué et réparé une panne en quelques secondes par un froid absurde, sans même sourciller. À partir de là, la coccinelle a grimpé comme une championne, virage après virage, rampe après rampe, gagnant de l'altitude, tandis que le monde en contrebas disparaissait sous le brouillard. La température a chuté à 8 degrés, mais le moteur maintenait sa puissance. Les vitesses passaient en douceur et le rugissement était celui d'une machine parfaitement réglée.
Quand Jeanne est arrivée au belvédère au sommet du col, où il y avait un parking en terre battue et une buvette fermée à cause du froid, le thermomètre indiquait 9 degrés. Elle a coupé le moteur, a tiré le frein à main et est restée assise à l'intérieur de la coccinelle pendant quelques secondes, n'écoutant que le silence du monde là-haut. Elle avait réussi. L'impossible était fait. Les camionnettes sont arrivées juste derrière. Armand est descendu, le visage rouge, mais Jeanne ne savait pas si c'était à cause du froid ou de la colère. Il a marché lentement jusqu'à la coccinelle, a regardé la carrosserie, a légèrement donné un coup de pied dans un des pneus, comme pour vérifier si la voiture était réelle, puis a regardé Jeanne à travers la vitre. Elle a ouvert la porte et est sortie. Ils sont restés là, face à face, avec le vent glacé sifflant entre eux. « Vous avez gagné », a dit Armand, et chaque mot semblait douloureux à prononcer. « La voiture est à vous. Le pari est payé. » Jeanne n'a pas souri, n'a pas fêté. Elle a juste acquiescé lentement. Puis elle a dit quelque chose qu'Armand n'attendait pas. « Je veux que vous voyiez quelque chose avant que j'accepte la voiture. » Elle est allée à l'arrière de la coccinelle, s'est glissée sous le châssis devant tout le monde et a appuyé sur le mécanisme caché qu'elle avait découvert. Le compartiment pneumatique s'est ouvert avec un léger clic et elle a sorti l'enveloppe de l'intérieur. Quand elle s'est relevée, couverte de graisse du châssis, mais tenant l'enveloppe jaunie dans ses mains, Armand était devenu pâle, si pâle qu'il semblait avoir vu un fantôme. « Vous avez ouvert », a-t-il murmuré. « J'ai ouvert et j'ai découvert ce qu'Hubert avait caché ici », a dit Jeanne, la voix ferme comme l'acier. « J'ai découvert la vérité sur les projets volés, sur les terres qui lui ont été prises, sur la façon dont vous avez détruit votre propre frère. » Le silence qui est tombé là, au sommet du col, était plus lourd que tout le froid du monde. Les autres hommes regardaient sans comprendre, mais les avocats d'Armand avaient froncé les sourcils, et Jeanne a remarqué qu'il savait, du moins qu'il se doutait. Armand a fait un pas en avant menaçant. « Cette enveloppe ne prouve rien. Ce sont de vieux papiers. Vous allez me donner ça maintenant, ou quoi ?» Jeanne a coupé court, et il y avait une pure bravoure dans sa voix. « Vous allez me menacer ici, devant des témoins, devant une caméra. Vous voulez vraiment faire ça ?» Elle s'est tournée vers la caméra que le photographe tenait toujours et a dit, fort et clair, « Mon nom est Jeanne. Je viens de remporter le pari le plus difficile de ma vie. J'ai fait monter une coccinelle que 7 garages avaient abandonnée, le col de l'Iseran à moins 9 degrés. Et à l'intérieur de cette voiture, j'ai découvert des preuves qu'Armand Lefebvre a volé les projets et les terres de son propre frère, il y a presque 40 ans. Armand a essayé d'avancer, mais ses propres avocats l'ont retenu. L'un d'eux, le plus âgé, aux cheveux blancs et aux lunettes à verres épais, a regardé Jeanne et a demandé « Ces preuves sont-elles originales ?»« Oui », a-t-elle répondu, « et j'ai des copies certifiées conformes dans un endroit sûr. S'il m'arrive quoi que ce soit, elles iront directement au parquet. » L'avocat a regardé Armand avec une expression mêlant déception et lassitude professionnelle. « Armand, si c'est vrai, n'est-ce pas ?»« Non !» a crié Armand, mais sa voix avait perdu sa force. « Elle invente, elle veut m'extorquer. » Jeanne a secoué la tête. « Je ne veux pas votre argent. Je ne l'ai jamais voulu, mais vous m'avez offert un pari et je l'ai gagné. Alors maintenant, je vais vous faire une proposition. Vous me donnez cette coccinelle comme promis et j'apporte les preuves à la police. Ils enquêteront, ils découvriront la vérité et justice sera rendue comme il se doit. Ou vous essayez de m'en empêcher, vous me menacez, vous me faites quelque chose, et les copies qui sont gardées apparaîtront de toute façon. » Mais là, avec l'accusation d'intimidation de témoins en plus, c'était échec et mat. Jeanne avait joué sa carte maîtresse. Armand a regardé autour de lui les hommes qui l'avaient accompagné, les avocats, la caméra, et a réalisé qu'il avait perdu. Il avait perdu le pari, il avait perdu le contrôle, et maintenant il allait perdre bien plus. « Gardez cette foutue voiture !» a-t-il craché les mots comme du venin. « Mais vous allez le regretter. Je vous le jure. »« Peut-être, » a dit Jeanne calmement,
mais au moins je le regretterai en ayant fait ce qui est juste. » Les semaines qui ont suivi ce jour glacial au sommet du col furent comme un séisme silencieux qui a commencé petit, mais a grandi jusqu'à ébranler les fondations de Saint-Jean-de-Maurienne tout entières. Jeanne a tenu exactement sa promesse. Elle est descendue du col avec la coccinelle beige, ronronnant fermement, a conduit directement jusqu'au commissariat de police et a remis les documents originaux entre les mains de l'officier de service. Le commissaire, un homme d'âge moyen nommé Auguste, qui avait grandi en entendant des histoires sur l'affaire Lefebvre, a passé 3 heures à étudier chaque papier, chaque tampon, chaque signature. Quand il a terminé, il a regardé Jeanne avec un mélange de respect et d'étonnement. « C'est de la dynamite pure », a-t-il dit, touchant les documents comme s'il s'agissait de reliques sacrées. « Si tout est vrai, beaucoup de personnes importantes vont tomber. »« C'est la vérité », a répondu Jeanne d'une voix fatiguée mais ferme. « Et il y a plus. Madame Thérèse Lefebvre, la veuve d'Hubert, a des copies certifiées conformes de tout. Elle témoignera également. » L'enquête a commencé le lendemain. Elle fut rapide, car les preuves étaient irréfutables. Les projets d'ingénierie portèrent des marques uniques d'Hubert, des calculs que lui seul aurait pu faire à l'époque, des annotations manuscrites que l'expertise graphologique a confirmé être de lui. Les plans étaient antérieurs aux dates où Armand prétendait les avoir développés. L'acte notarié de vente des terres montrait une valeur si absurdement basse que n'importe quel juge la reconnaîtrait comme une vente sous contrainte. Mais ce qui a vraiment scellé le destin d'Armand a été quelque chose qu'Hubert n'aurait même pas pu prévoir en cachant ses documents, l'ADN. L'une des pages des projets originaux portait une tache de sang séché, probablement due à une coupure accidentelle qu'Hubert avait subie en travaillant. Les enquêteurs ont réussi à extraire l'ADN de ce sang et à le comparer avec des échantillons de cheveux que Thérèse avait conservés pendant toutes ces années. Preuve scientifique irréfutable que ces documents avaient été manipulés par Hubert Lefebvre des décennies auparavant. En moins d'1 mois, Armand a été inculpé de falsification de documents, détournement de fonds et fraude. Les abattoirs ont été bloqués judiciairement, les comptes bancaires gelés et l'empire qu'il avait bâti sur le malheur de son propre frère a commencé à s'effondrer comme un château de cartes. Mais l'histoire ne se termine pas avec la chute d'Armand. Non, pas du tout. Thérèse, qui avait passé presque 40 ans à porter le poids de l'injustice en silence, a finalement pu voir le nom de son mari réhabilité. Le tribunal a reconnu qu'Hubert avait été victime d'une conspiration et sa réputation a été officiellement restaurée. Les terres qu'Armand avait volées ont été restituées aux héritiers légitimes et une partie de la fortune bâtie sur ces terres a été convertie en dédommagement. Thérèse n'a pas voulu tout garder pour elle. Elle était déjà une femme âgée, sans enfant, et disait qu'aucun argent ne ramènerait Hubert. Alors, elle a fait quelque chose qui a surpris la ville entière. Elle a utilisé l'indemnisation pour créer l'Institut Hubert Lefebvre de formation technique, une école professionnelle gratuite spécialisée en mécanique, réfrigération et ingénierie, ouverte à tout jeune de la région qui souhaitait apprendre un véritable métier. Et devinez qui elle a invité à être la directrice technique de l'école? Jeanne. Au début, Jeanne a pensé qu'elle n'était pas prête. « Je ne suis qu'une mécanicienne, Madame Thérèse. Je n'ai pas de diplôme de professeur, je ne sais pas enseigner. » Elle a essayé de refuser, assise dans la simple cuisine de la maison de Thérèse, buvant ce café fort que seules les femmes âgées savent faire. Thérèse a tenu sa main avec ses mains ridées, mais encore fortes. « Vous n'avez pas besoin de diplôme pour enseigner, ma fille. Vous avez besoin de savoir et de cœur. Et de ces 2 choses, vous en avez à revendre. Hubert serait fier de vous voir transmettre ce qu'il aimait. » Alors, Jeanne a accepté. Et ainsi a commencé une nouvelle phase de sa vie. L'école a ouvert ses portes 6 mois après ce jour dans les montagnes. C'était un bâtiment moderne construit sur un terrain qui avait fait partie des anciennes propriétés d'Hubert, avec des ateliers équipés, des salles de classe confortables et des laboratoires de réfrigération de dernière génération. Mais le cœur de l'école, ce que tout le monde voulait voir lors des visites, était la pièce maîtresse du hall d'entrée.
Là, sur un piédestal rotatif illuminé, se trouvait la coccinelle, 1500 BE, année 1974. La voiture qui avait gardé la vérité, la voiture qui avait fait abandonner 7 garages, la voiture qui avait monté le col par un froid impossible et changé le destin de tant de gens. Une plaque de bronze à côté racontait l'histoire complète, l'ingéniosité d'Hubert, l'injustice subie et le courage de Jeanne à choisir de faire ce qui était juste, même quand c'était dangereux. Des étudiants venaient de toute la région des Alpes pour voir cette coccinelle, pour toucher son capot, pour regarder sous le châssis, où le compartiment secret était encore visible. Jeanne n'a plus jamais eu besoin de travailler seule dans l'atelier gelé du col. Maintenant, elle avait une équipe d'instructeurs travaillant avec elle et plus de 200 élèves passant par ses mains chaque année. Elle enseignait non seulement la mécanique, mais aussi la valeur de la persévérance, de l'attention aux détails, du respect des machines et de la vérité. Et il y avait un joli détail qui mérite d'être raconté. La moitié des élèves de l'Institut Hubert Lefebvre étaient des femmes, des jeunes filles qui avaient grandi en entendant dire qu'un atelier n'était pas un endroit pour elles, qu'un moteur était une affaire d'hommes, que le cambouis ne s'accordait pas avec le vernis à ongles, mais qui maintenant, en voyant Jeanne avec ses mains calleuses, enseignant comment démonter une culasse ou calibrer un carburateur, comprenait que la place d'une femme est là où elle veut être, surtout sous le capot d'une voiture. Armand, lui, a tenté de faire appel de la sentence plusieurs fois, a engagé les meilleurs avocats que l'argent pouvait acheter. Mais quand les preuves sont solides, aucune éloquence ne peut les retenir. Il a été condamné à 6 ans de prison et au paiement de millions d'euros de dédommagement. Les abattoirs ont été vendus pour couvrir les dettes et le nom Lefebvre, qui pendant si longtemps a été synonyme de pouvoir à Saint-Jean-de-Maurienne, était maintenant divisé entre le côté obscur d'Armand et le côté lumineux d'Hubert. Un jour de septembre, presque un an après cette montée historique du col, Jeanne était à l'école-atelier, enseignant à un groupe de 15 élèves les systèmes de réfrigération par compression, quand l'une des élèves, une jeune fille de 17 ans nommée Julie, a levé la main. « Professeur, est-ce vrai que vous avez failli renoncer à dénoncer Monsieur Armand, que vous avez eu peur ?» La question a pris Jeanne par surprise. Elle a arrêté ce qu'elle faisait, s'est essuyé les mains sur un chiffon et a regardé toute la classe. Tous avaient cessé de travailler et la regardaient avec cette attention complète que seuls les jeunes donnent quand ils sentent qu'ils vont entendre quelque chose de vrai. « Oui, j'ai eu peur, Julie, » a répondu Jeanne avec honnêteté, « c'est très peur. Il y avait des nuits où je me réveillais en sueur froide, pensant à tout ce qui aurait pu mal tourner. Mais savez-vous ce que j'ai appris? Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de faire ce qui est juste, même quand la peur vous serre la poitrine. » Elle a marché jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le hall, d'où l'on pouvait voir la coccinelle beige tourner lentement sous les lumières. Cette voiture m'a appris que certaines choses dans la vie sont plus grandes que nous. Certaines vérités doivent être dites, quel qu'en soit le prix. Et vous, chacun de vous ici, rencontrerez des moments comme ceux-là dans vos vies, des moments où vous devrez choisir entre la facilité et la justice. « Et comment sait-on quoi choisir ?» a demandé un autre élève, un jeune homme timide du fond de la salle. Jeanne a souri. « Vous savez déjà. Au fond, tout le monde sait toujours. Le plus difficile est d'avoir le courage d'agir selon ce que le cœur vous crie. » Cette nuit-là, quand l'école était vide et silencieuse, Jeanne est restée seule dans le hall, regardant la coccinelle. De temps en temps, elle le faisait encore. Elle restait là, parlant mentalement à la voiture, à la mémoire d'Hubert, à Thérèse elle-même, qui était maintenant malade mais visitait encore l'école chaque fois qu'elle le pouvait. « Nous avons réussi, monsieur Hubert », a-t-elle murmuré à la voiture. La vérité est sortie de ce moteur et a changé beaucoup de choses. Vous pouvez reposer en paix maintenant. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. Peut-être était-ce juste le vent qui frappait les vitres, peut-être était-ce son imagination, mais Jeanne a juré qu'elle a entendu un doux ronronnement venant du moteur de la coccinelle, un ronronnement content, satisfait, comme si l'âme de cet ingénieur brillant avait enfin trouvé le repos qu'elle méritait.
Aujourd'hui, près de 3 ans après ce jour glacial dans les montagnes, l'Institut Hubert Lefebvre est une référence nationale en formation technique. Jeanne est devenue une conférencière recherchée, donnant des conférences sur l'autonomisation des femmes dans les domaines techniques partout en France. La coccinelle beige a déjà reçu plus de 50 000 visiteurs et des centaines de jeunes, beaucoup d'entre eux issus de familles modestes qui n'auraient jamais imaginé pouvoir bénéficier d'une éducation de qualité, ont obtenu leur diplôme de mécanicien, de technicien en réfrigération et d'ingénieur de maintenance. La leçon qui est restée de toute cette histoire, c'est que la vérité a du poids, que la justice peut prendre du temps, mais quand elle vient avec force. Et que parfois, mes chers amis, le moteur le plus important que l'on répare dans la vie n'est pas celui d'une voiture. C'est le moteur de la dignité humaine, qui parfois cale dans le froid de l'injustice, mais qui peut toujours redémarrer quand il trouve les bonnes mains pour s'en occuper. La coccinelle, qui avait fait abandonner 7 garages, n'était pas une voiture maudite. C'était un coffre d'espoir, attendant quelqu'un d'assez courageux pour l'ouvrir. Et cette personne était une femme des montagnes, aux mains calleuses et au cœur immense, qui a prouvé que l'impossible n'est qu'une question de trouver la bonne clé, la clé de la vérité, la clé du courage, la clé de la justice. Et cette clé, comme Jeanne le dit toujours à ses élèves, est en chacun de nous. Il suffit d'avoir le courage de la tourner. Oui,